Howdy folks, l'élection présidentielle de 2020 arrive à grands pas. Le duel oppose Joe Biden, candidat démocrate, au président en place Donald Trump pour le parti républicain. Mais connaissez-vous bien ces deux candidats? Aujourd'hui, nous allons revenir sur leur passé, la campagne qu'ils sont en train de mener et surtout essayer de prédire à quoi va ressembler l'Amérique après leur élection. Vous êtes sur The American Dream et aujourd'hui on réalise le profiling de Joe Biden et de Donald Trump. Commençons par le challenger, Joseph Robinette Biden Jr. Il est né en 1942 en Pennsylvanie, mais c'est dans le Delaware qu'il vivra après ses 11 ans. En 1969, il finit ses études de droit et sera accepté au barreau du Delaware l'année suivante. En 1972, il devient un des plus jeunes sénateurs au Congrès en remportant sa campagne en tant que démocrate avec 50,5% des voix. Petite anecdote, Joe Biden a 29 ans lorsqu'il remporte son scrutin et si vous avez vu notre vidéo sur les élections, vous savez que la Constitution fixe un âge minimum de 30 ans pour être sénateur. L'élection a eu lieu le 7 novembre et Joe Biden a eu 30 ans le 20 novembre. Heureusement pour lui, le nouveau Sénat n'est rentré en fonction que le 3 janvier. La Constitution a donc été respectée et aucune personne de moins de 30 ans n'a donc siégé au Sénat. Après une candidature aux primaires démocrates de 2008 sans succès, il sera choisi par Barack Obama comme vice-président et servira entre 2009 et 2017. En 2020, Joe Biden remporte la primaire démocrate en devançant largement Bernie Sanders après le Super Tuesday. En août 2020, il annonce choisir Kamala Harris comme vice-présidente après avoir annoncé vouloir choisir parmi une liste de femmes de couleur. Enfin, parlons de Donald John Trump. Il est né en 1946 à New York. Il finit ses études en économie en 1868. Tout en poursuivant ses études, il travaille dans l'entreprise de son père qui gère des biens immobiliers à New York. En 1971, il devient président de l'entreprise et réalise en 1878 le deal immobilier de sa carrière, en rachetant et rénovant l'hôtel délabré en plein New York qui deviendra le Grand Hyatt Hotel. En parallèle d'affaires immobilières plus ou moins fructueuses, Trump s'implique également dans la production télé. Beaucoup de gens en France connaissent Trump depuis qu'il est devenu président, mais avant sa carrière politique, Donald Trump était une star d'Hollywood et a été producteur et acteur d'une émission de télé-réalité dans laquelle il jouait le PDG de sa propre entreprise, pour lequel les participants essayaient de postuler. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Étant un homme d'Hollywood, Trump n'est pas pris au sérieux lorsqu'il annonce sa campagne pour la primaire républicaine en 2016. Il remportera cependant la nomination républicaine contre toute attente, et on le sait maintenant, il remportera également l'élection générale contre Hillary Clinton en 2016. Trump a servi un mandat de 4 ans en tant que président des États-Unis, et le 3 novembre 2020, le peuple américain sera appelé à voter pour ou contre 4 ans de plus de Donald Trump. Ok, je suis resté assez factuel sur cette partie histoire pour bien poser les bases, maintenant on va rentrer dans le concret. Donald Trump a fait campagne pour une émigration forte, plus de protectionnisme économique et contre le politiquement correct, qui était devenu la norme après 8 ans d'Obama. Aujourd'hui, ce sont les mêmes combats que l'on retrouve dans sa campagne de 2020 ou Keep America Great. Nous allons maintenant analyser les positions de chacun des deux candidats selon cette liste de Pew Research, qui correspondent aux critères qui importent le plus aux Américains lors de cette élection 2020. Si vous voulez sauter quelques critères, j'ai laissé en description un lien vers chacune des parties pour vous rendre directement sur elle si ça vous intéresse, ou bien passer rapidement à la suivante. Commençons donc par l'économie. C'est le point le plus facile à défendre pour Donald Trump. Croissance de 2% sous Obama-Biden, 2,5% sous Trump. 4,7% de chômage au meilleur de l'administration Obama, chiffre que Trump redescend à 3,5%, record depuis les années 60. Performance de Trump encore plus impressionnante quand on voit que le taux de chômage chez les Noirs et Hispaniques, population statistiquement plus touchée par les emplois précaires, a vu son taux de chômage diminuer avec les chiffres le plus bas jamais enregistrés aux États-Unis. Alors quelle est donc la recette du président? Surprise surprise, plus de libéralisme économique. À l'issue de ses 4 ans de mandat, l'administration Trump a supprimé 25 000 pages de code et de régulations qui empêchaient ou limitaient le business aux États-Unis. Le fameux tax cut, attaqué aujourd'hui par les démocrates qui ne voient dans la baisse d'impôts que moins de dollars pour la classe politique, ont également contribué largement à l'augmentation du pouvoir d'achat des Américains. Bien que Biden clame que le tax cut n'a aidé que les riches, même le New York Times a dû l'avouer dans son article, admettez-le, vous avez reçu une baisse d'impôts. L'économie américaine se porte mieux sous Trump qu'Obama et les Américains le savent. Début octobre, un sondage Gallup révèle que 56% des Américains se sentent dans une meilleure situation aujourd'hui, même pendant la pandémie, qu'ils ne l'étaient à la fin de l'administration Obama. Au même moment, seulement 43,7% des Américains disaient approuver Donald Trump, preuve que la question n'était pas politique. Avec 4 ans de plus, Trump promet de défendre l'économie américaine davantage. Son administration a déjà réduit la distribution de visas de travail afin de favoriser les Américains sur le marché de l'emploi à la sortie de la crise du virus chinois. Le président a également réitéré son soutien à la filière pétrolière, très importante aux États-Unis, et a également laissé entendre de nouvelles baisses d'impôts. De son côté, Joe Biden a appelé à une augmentation des impôts, notamment en proposant de passer la charge patronale de 21 à 28%, charges qui seront bien entendu répercutées sur les salaires, ne soyons pas naïfs. D'ailleurs, selon la Tax Foundation, le plan Biden déclencherait une baisse de PIB de 1,6% et la perte d'un demi-million d'emplois. J'ai laissé un lien en description si ça vous intéresse. Je tiens à préciser, avant qu'on passe à la suite, que ce soit Trump ou Obama-Biden, aucune des deux administrations n'a fait d'effort pour baisser la dette publique. Le phénomène est d'ailleurs maintenant hors de contrôle depuis le coronavirus, qui vient de Chine. Parce que le plan de relance va coûter autant en quelques mois que tout ce qui a été emprunté lors des 3 dernières années. Allez, passons au point suivant, la santé.
On entend beaucoup ça chez les démocrates. Trump voudrait supprimer l'Affordable Care Act, aussi appelé Obamacare. Pour le moment, rien n'a été fait pour supprimer cette immondice bureaucratique. Aux États-Unis, il y a un vrai problème avec le système de santé, et c'est le même qu'en France. Plus le gouvernement y met son nez, et moins les soins sont bons pour les patients. Je vais être bref sur ce sujet. Obamacare existe toujours, et Trump n'a rien fait pour changer le système de santé aux États-Unis pour le moment. La seule chose qu'il a changé, c'est l'individual mandate, c'est-à-dire l'obligation de contribuer à ce trou de la sécu américaine. Petite histoire, mais on fera sans doute un épisode là-dessus, donc inscrivez-vous pour pas rater ça. Mais à l'époque, l'administration Obama voyait bien que si la contribution au système de santé n'était pas obligatoire, alors les gens les plus sains décideraient de ne pas prendre l'assurance, et la mutuelle ne se retrouverait qu'avec des malades, rendant le système absolument pas rentable. Il a donc rendu les cotisations obligatoires avec une pénalité fiscale pour ceux qui ne voulaient pas contribuer. L'administration Trump a supprimé cette pénalité anticonstitutionnelle et n'a autrement pas changé le système de santé désastreux qu'est Obamacare. Enfin pour le moment. Durant cette deuxième élection, Trump a teasé un nouveau système de santé que le gouvernement mettrait en place s'il est réélu, mais sans donner trop de détails. De son côté, Biden prévoit d'étendre Obamacare et la question demeure jusqu'où. À sa gauche, les plus socialistes du parti poussent Medicare for All, une sorte de nationalisation des assurances santé. Pour finir sur la santé, parlons du coronavirus qui vient de Chine. Les deux candidats ont le même plan d'action, c'est-à-dire une réouverture progressive du pays, plus de tests et l'aide du gouvernement fédéral lorsqu'un vaccin sera disponible. S'il faut comparer les deux, Trump est beaucoup plus optimiste que Biden sur cette histoire des virus, bien que je sois convaincu que si Biden est élu, le virus va disparaître des journaux pour laisser place aux nouvelles sur la relance économique post-Covid. Regardez comment les États démocrates entretiennent volontairement les confinements jusqu'à l'élection. Allez, point suivant, la nomination des juges à la Cour suprême. En début de semaine, Amy Coney Barrett a été confirmée à la Cour suprême. C'est le 3e juge nommé par Trump, un record. Pour rappel, les juges de la Cour suprême sont nommés à vie et on ne peut les remplacer que lorsqu'ils démissionnent ou décèdent. Autant dire que ça n'arrive pas souvent qu'un des 9 juges laisse sa place et encore moins 3 d'entre eux en un seul mandat. Ce changement de décor à la Cour suprême donne une majorité entre guillemets de républicains à la tête de la justice fédérale. Je dis entre guillemets parce que le rôle d'un juge est d'interpréter la loi et non de la créer. Donc en théorie, l'opinion politique d'un juge devrait avoir peu d'importance puisque son rôle est simplement d'étudier et d'appliquer les textes. Or, ça fait un moment que les démocrates utilisent la Cour suprême pour faire passer des décisions fédérales impopulaires comme le mariage homosexuel ou la légalisation de l'avortement. Qu'on soit bien clair sur ces questions, vous pouvez être d'accord ou non avec ce que la Cour suprême décide, mais méfiez-vous de 9 juges nommés à vie et dont les décisions imposent des changements non voulus à chaque État. Lorsque la Cour suprême a forcé les États à légaliser l'avortement, c'était une décision complètement politique. La Cour, au lieu d'interpréter les lois en place, est partie en freestyle pour créer un nouveau précédent judiciaire. Il existe un pouvoir législatif pour ça, et ça s'appelle le Congrès pour passer les lois, avec des représentants élus et non nommés à vie comme la Cour suprême. Bref, les démocrates voient dans la Cour suprême un moyen de faire passer ce qu'ils veulent sans avoir la majorité au Congrès. Il suffit que 5 des 9 juges nommés à vie donnent un avis favorable sur le mariage homosexuel pour que tous les États doivent l'implémenter sans consultation du Congrès. Encore une fois, même si vous êtes d'accord avec la finalité, c'est dangereux. Ok, donc la situation actuelle est que Donald Trump a eu l'occasion de nommer 3 juges. La Cour suprême n'est donc plus remplie majoritairement avec des pions placés par les démocrates. Bien entendu, les démocrates, Joe Biden en tête, s'inquiètent du fait que les républicains politisent à leur tour la justice pour faire passer ce qu'ils veulent. Ironie quand on sait que c'est eux qui ont lancé la tendance. Nous arrivons donc à ma conclusion sur la justice. Donald Trump n'a jamais abusé de la Cour suprême, et a nommé des juges originalistes, c'est-à-dire qui ont voué d'interpréter les textes tels qu'ils ont été écrits, plutôt que de mêler leur opinion politique au jugement. En faisant ça, Donald Trump a renoncé à s'accaparer les pouvoirs judiciaires, et a donc sécurisé l'indépendance de la Cour suprême pendant encore quelques années. A l'inverse, les démocrates n'excluent pas l'idée de blinder la Cour suprême, on appelle ça packing the court. En gros, ça veut dire rajouter des juges, bien entendu nommés par les démocrates, pour faire pencher la balance. Joe Biden n'a jamais confirmé que c'était son intention, il a toujours évité la question, allant même jusqu'à dire que les électeurs ne méritaient pas de connaître sa position sur la question. Well, sir, don't the voters deserve to know No, where they you don't. stand? I'm not going to play his game. Si Joe Biden est élu, il faut s'attendre à ce que les démocrates essaient de modifier les institutions pour sécuriser l'ensemble des élections dans le futur. On ne va pas rentrer trop dans le détail dans cette vidéo, mais on en a déjà parlé. Regardez ce que les démocrates veulent faire du collège électoral. Regardez pourquoi ils veulent fusionner le Dakota du Nord et le Dakota du Sud et ainsi diviser par 2 le nombre de grands électeurs dans ces États républicains pour faire entrer dans l'Union Porto Rico, qui apporterait 3 grands électeurs aux démocrates. Donald Trump n'a jamais essayé de modifier les institutions de la République pour renforcer son pouvoir. A l'inverse, le parti de Joe Biden est ouvert à blinder la Cour suprême et à rajouter des États à l'Union si ça veut dire plus de députés démocrates. Concernant la sécurité, les homicides par balle ont augmenté de 40% dans les 3 dernières années d'Obama et ont baissé de 10% lors des 3 premières années de Trump. Aussi, durant les 3 premières années de Trump, le nombre de crimes violents a diminué pour la première fois depuis 2014. Aujourd'hui, beaucoup du Parti démocrate appellent à définancer la police. Certes, Joe Biden n'a jamais admis que ce serait sa politique, mais demandez-vous quels candidats les organisations policières soutiennent. Name one group that supports you. Name one group that came out and supported you. Go ahead. Think. We have time. We don't have time to do No, anything. think All right, about sir. it. Aussi, quel candidat soutient Antifa, l'organisation terroriste qui brûle les villes comme portant des Seattle. Tout ça va nous emmener au point suivant, la législation sur les armes à feu. Trump supporte le 2e amendement et les armes à feu. Biden lui a promis de placer Beto O'Rourke en charge de sa politique de contrôle des armes à feu.
Oui, Beto O'Rourke, c'est le politicien skateboarder raté du Texas qui a changé son prénom pour essayer de capter le vote latino. Bref, c'est aussi le mec qui a dit ça. Hell yes, we're gonna take your AR-15, your AK-47. We're not gonna allow it to be used against our fellow Americans anymore. Donc oui, pas exactement le mec qui est prêt à laisser les Américains se défendre eux-mêmes contre Antifa, qui cherche à prouver qu'ils sont antifascistes en criant « Mangez les riches », comme on a pu le voir à Louisville. Mais je vais aller pour le candidat qui n'a pas voté pour l'assault rifle ban. Oui, cette tentative ratée d'interdire les armes entre guillemets de guerre et qui n'a eu pour effet que d'augmenter le nombre de crimes. Heureusement, cette loi a été retirée en 2004. D'ailleurs, coïncidence de voir le nombre de crimes violents diminuer sous Trump au même moment où les ventes d'armes à feu explosent. Demandez à votre voleur du coin s'il aime toujours rentrer dans les maisons alors qu'il sait que mémé a un fusil. Concernant l'immigration, Trump se montre toujours ferme contre l'immigration illégale, notamment avec le fameux mur. D'ailleurs, est-ce que vous voulez voir un enregistrement de Joe Biden qui souhaite vouloir la construction d'un mur dans les années 80 ? I voted for a fence. I voted, unlike most Democrats, and some of you won't like it, I voted for 700-mile fence. But let me tell you, we can build a fence 40 stories high, unless it changes the dynamic in Mexico. And you will not like this, and punish American employers who knowingly violate the law when in fact they hire illegals. Quel revirement de situation, un peu comme quand il disait qu'il fallait plus de police et plus de prison. You must take back the streets. And you take back the streets by more cops, more prisons, more physical protection for the people. Ou bien quand il disait qu'il voulait mettre en prison les drogués pour éliminer le marché aux dealers. First, we have to join together to ensure that drug dealers are punished swiftly, surely, and severely. In line with what the president is calling for, we have to hold every drug user accountable. Because if there were no drug users, there would be no appetite for drugs, and there would be no market for them. Ah dis donc Joe, je vois que t'as changé d'avis sur pas mal de sujets. Dans les années 80-90, t'aurais presque pu passer pour un républicain. Pour résumer, on peut compter sur Trump pour donner de l'aide fédérale aux États du Sud pour contrôler la frontière. Aussi, lors d'un deuxième mandat, peut-être que Trump pourra enfin faire sa réforme des visas de travail tant attendue, notamment des H-1B. De son côté, Biden, en bon mondialiste, prône publiquement l'ouverture des frontières, même s'il a fort à parier que, comme Obama, ils finissent par déporter plus d'émigrés que Trump. Biden a également appelé à la naturalisation progressive de ce qu'on appelle les Dreamers. Ce sont les enfants qui ont immigré illégalement aux États-Unis avec leurs parents. Leurs parents sont aujourd'hui déportés, mais eux ont fait toute leur vie, notamment leur scolarité aux US. Trump a annoncé vouloir traiter cette exception au cas par cas, tandis que Biden a appelé à fournir des green cards à 11 millions d'entre eux, sans doute dans l'espoir qu'ils voteront démocrates, bien qu'il semble ignorer que les familles latinos sont très catholiques et traditionnelles, mais ça c'est une autre question. Sur la question du climat, la position de Trump est la suivante. L'effort des États-Unis sur le réchauffement climatique ne doit pas se faire au détriment des entreprises américaines. L'administration Trump a prouvé que l'objectif était réalisable, puisque le pays a continué de diminuer ses rejets de CO2 depuis 2017, tout en relançant sa filière pétrolière et avec une économie bondissante. A l'inverse, Biden propose une relance de l'économie par des investissements publics dans les énergies vertes. Il propose de financer ça par l'augmentation des taxes sur les riches, augmentation qu'il estime rapporter 3,3 trillions de dollars, alors que son plan de relance en coûterait 11. Bref, encore un plan gouvernemental financé par la dette. Biden propose sur son programme un plan de relance écolo-économique qui ressemble au fameux Green New Deal, mais sans en assumer le nom. Ne vous y trompez pas, sa vice-présidente Kamala Harris, en plus d'être un des membres les plus socialistes du Congrès, était co-sponsor du Green New Deal. Et Joe Biden a nommé aussi l'auteur du Green New Deal à la tête de son panel sur l'écologie. Pour comparer les deux candidats, Trump est intéressé par l'environnement à condition que ça n'impacte pas l'économie américaine. Et Biden menace que la montée des eaux va engloutir le pays d'ici 8 ans, mais a quand même acheté une maison à plusieurs millions d'euros en bord de mer. Concernant la politique étrangère, Trump était très attendu sur ce sujet. Son bilan est cependant excellent et il est difficile d'imaginer que Biden puisse faire mieux. Trump a sorti l'Amérique de l'accord iranien qui garantissait de l'argent du contribuable américain à l'Iran qui derrière finançait le terrorisme. A l'inverse, la politique de Trump pro-Israël a réussi à unifier le Moyen-Orient, comme on a pu le voir récemment. Imaginez que des vols commerciaux ont repris entre Israël et certains pays arabes qui avaient coupé toute relation. Il s'agit réellement du bond le plus significatif en termes de diplomatie dans la région, et tout ça sans déclencher de nouvelles guerres et sans escalader les tensions. A l'inverse, l'administration Obama a démontré sa capacité à donner de l'argent cash à des terroristes en Iran et des armes aux cartels mexicains. Pour conclure sur notre partie affaires étrangères, Trump c'est The Art of the Deal et Obama-Biden c'est OSS 117 à coup de mission top secrète qui finissent en fiasco. On va finir rapidement sur l'avortement avant de conclure. Trump et surtout son vice-président Mike Pence, très chrétiens, ont rappelé plusieurs fois leur position pro-life anti-avortement. Rien n'est prévu sur le plan législatif, mais les républicains pourraient profiter de leur majorité à la Cour suprême pour annuler Roe v. Wade, la décision de justice qui a forcé les États à légaliser l'avortement dans tout le pays en 1973. Qu'on soit bien clair, cette annulation ce serait pas les républicains abusant de leur nouvelle majorité, ça forcerait juste les États à légiférer localement sur cette question qui divise, au lieu d'imposer une jurisprudence à toute l'Union comme ça aurait dû être le cas depuis le début.
Les États progressistes comme New York et la Californie pourront continuer à faire ce qu'ils veulent, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais cette annulation permettrait aux États qu'ils souhaitent d'imposer des restrictions sur l'avortement, là où aujourd'hui ils sont obligés de suivre la ligne fédérale imposée par 9 juges non élus en 1973. Biden de son côté s'est prononcé comme pro-choice, c'est-à-dire pro-avortement. Encore une fois, il s'agit pour lui d'un retournement de veste, puisque sans son passé catholique, il était bien entendu contre le meurtre des bébés à naître. Cette élection sera donc très importante sur beaucoup de sujets. D'ailleurs, nous serons live à partir de 21h heure française pour suivre la nuit électorale en direct. Retrouvez le lien vers le live en description, cliquez dessus, allez liker le live et surtout cliquez bien sur définir un rappel pour être notifié les jours J. Pour résumer, cette élection propose deux candidats différents. Donald Trump, nouveau de la politique, issu du monde de l'immobilier et de la télévision, il est pro-business, économiquement libéral, a prouvé son attachement à la République en n'abusant pas de la crise du virus chinois pour s'octroyer plus de pouvoir, il nommait des partisans comme juge à la Cour suprême. Sa politique a donné des résultats excellents en termes économiques, taux de chômage, notamment des minorités, affaires étrangères, réduction des crimes, immigration et changement climatique. A l'inverse, Biden n'a pas un bilan aussi excellent. L'administration Obama a divisé l'Amérique, cassé le Moyen-Orient, et Joe Biden, après 47 ans au pouvoir, n'a su montrer au monde que sa corruption et son inconsistance sur ses positions politiques. Son programme actuel est une chimère, monstre politique censé réconcilier sa gauche socialo-communiste avec sa droite bobo-fibre sociale. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo pour aider l'algorithme YouTube. Partagez autour de vous et inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Pensez à checker le lien vers le live en description, vous êtes sur The American Dream, God bless America.